Je donne régulièrement de mon temps et de mon énergie. Oui, assez régulièrement. Oui, tout à fait. Oui, je donne régulièrement, que ce soit mon temps ou mon énergie, notamment dans le monde associatif. Oui, de temps en temps, mais surtout dans la période des Noël. Oui, j'ai la chance de ne pas travailler, donc je donne beaucoup de temps. Non, c'est assez naturel. Non, pas spécialement. Non, parce que quand c'est quelque chose auquel on croit, je pense que ça vient assez facilement. Non, c'est même un plaisir. Pas spécialement. Non, parce que ça me fait plaisir, donc c'est pas un effort. Après, c'est sûr que ça demande un effort de temps et d'organisation, mais je vis pas ça comme une contrainte. Solidarité, Du partage. L'empathie, De bien-être. La joie, plaisir. Reconnaissance. Altruisme. Au bien-être. La solidarité. Oui. oui, tout le temps. Oui, quand même. Oui, j'ai l'impression qu'autour de moi, les gens donnent beaucoup et puis ça me pousse aussi à donner. Pas vraiment, parce que généralement les gens quand ils font un don, ils en parlent pas autour d'eux. Trop peu. Non, pas beaucoup. Que ça dépend des moyens, du temps et de la personnalité. Je pense que c'est lié beaucoup à l'éducation et à la sensation de savoir qu'on a de la chance dans la vie. Je sais pas, je suis pas sûr. Je pense que c'est génétique en fait. Non mais je dis ça, mais c'est en soi. pas du tout. Non, j'imagine qu'il y a une sorte de circuit de la récompense. Non, ça je sais pas. Non, je sais pas du tout. Il doit y avoir, je sais pas, des neurorécepteurs. Non, je sais pas. Ah non, j'en ai aucune idée. Je ne connais pas la raison scientifique, mais j'avoue que quand je donne, je suis heureuse. On va enfin savoir. Bienvenue à l'Institut Imagine. Vous êtes dans un lieu que nous croyons unique, où peuvent se rassembler des patients, des familles. C'est notre enjeu, c'est notre mission, essayer de changer leur vie. Parce qu'ils sont atteints de maladies génétiques qui sont des maladies lourdes de la vie, qui engagent parfois l'hérédité, qui engagent le pronostic, qui font parler de handicap, qui sont lourdes et qui sont la première cause de mortalité infantile dans les pays développés aujourd'hui, et notamment dans un campus comme Necker Enfants Malades. Donc c'est ça le sujet. Mais autour de ce sujet, il y a un accélérateur qui travaille avec l'unité de lieu, c'est-à-dire que si on fait venir ces enfants et ces familles entourés des experts médicaux qui constituent le socle clinique de l'Institut, les centres de référence des maladies génétiques, 31, le tiers des centres français sont affiliés à l'Institut, mobilisés pour cela. Les meilleurs chercheurs aussi, universitaires, chercheurs de l'INSERM, du CNRS parfois, les meilleurs ingénieurs, les meilleures techniques, les meilleures plateformes. Peut-être que si on a cette alliance-là au même endroit, c'est l'unité de lieu de Jean Racine, alors ça peut peut-être marcher. Ça peut peut-être marcher, mais l'accélérateur a besoin de fuel, il a besoin de carburant. Et le carburant, ce n'est pas forcément l'argent, ça peut être l'argent, mais ce n'est pas forcément l'argent. C'est ce que nous ont montré beaucoup de nos amis, nos ambassadeurs, nos donateurs, c'est qu'ils apportent bien plus que cela. Ils apportent un engagement, ils nous ouvrent des portes, ils nous montrent des choses qui viennent du monde. Le monde, vous savez, c'est boulevard du Montparnasse. C'est pour ça qu'Imagine à 2 entrées. Il y a l'entrée Necker, c'est l'entrée de nos enfants, si je puis dire, et puis il y a votre entrée, l'entrée du monde qu'on veut faire venir à Imagine. Vous êtes ce soir ce monde, et c'est l'occasion de vous remercier parce que c'est les soirées des cercles des amis d'Imagine, et derrière les amis d'Imagine, ça veut dire aussi ceux qui nous soutiennent, qui donnent et qui nous ouvrent des portes et qui nous montrent des choses. Et c'est pour ça qu'on voulait, avec Laurent Mélier, avec toute son équipe, vous remercier ce soir de votre présence pour une soirée où on s'est dit, et vous l'avez vu dans le petit film, on ne peut pas complètement se refaire. On a envie de se poser une question scientifique. Qu'est-ce qui fait que l'on donne ? Et qu'est-ce que ça fait de donner ? Avec Laurent et Marie de Basler, on s'est livré à une petite expérience empirique sans le savoir, comme l'empirisme. Après la soirée Heroes, qui a été une très belle soirée pour Imagine, on a accueilli de très nombreux amis qui ont fait des choses extraordinaires pour nous. Et bien sûr, j'ai passé des coups de fil pour les remercier dans les 10 jours qui ont suivi.
34 coups de fil. C'est presque une expérience cas témoin. Vous savez, on fait une série, c'est une recherche clinique. Et j'ai appelé. On m'a toujours répondu, pas toujours tout de suite, mais toujours. Et c'est simple. C'est 34-0. Il n'y a pas une personne que j'ai remerciée qui ne m'ait pas dit, docteur ou Stanislas ou Stan ou professeur, peu importe, stop, arrêtez. C'est moi qui vous remercie. Alors ça nous a travaillé, et la soirée d'aujourd'hui, c'est pour essayer de répondre à cette question. Qu'est-ce qui fait du bien à donner? D'ailleurs, mes amis Cordier posaient cette question. C'est bon de faire du bien. Pourquoi? Pour nous en parler, on a le professeur Arthur Gauthier, qui est professeur à l'ESSEC, qui est directeur exécutif de la chaire de philanthropie de l'ESSEC. C'est extraordinaire, une très grande école de commerce qui a une chaire dans un contexte académique universitaire. Il est proche de Laurent Méliès pour des actions d'enseignement auprès des formations, des fundraisers, pardonnez-moi du français. C'est ça? Bon, j'ai bon. Le professeur Giuseppe Ugazio, qui est à sa gauche, à la gauche de M. Gauthier, qui est titulaire de la chaire Edmond de Rothschild en philanthropie comportementale à l'Institut de recherche en finance de l'Université de Genève. Et là encore, vous entendez un écho intéressant, il y a un institut de recherche en finance. Mais lui, ce qui l'intéresse, c'est la philanthropie. Il travaille avec le neurocomportement et il nous parlera en anglais, même s'il pourra prendre vos questions en français. Laurent Méliès, tout à fait à la gauche de ce plateau, qui dirige la levée de fonds et la philanthropie internationale d'Imagine, avec beaucoup de talent. Laurent nous a rejoints en 2016 ou 2017. Il venait d'une grande université aussi, comme l'ESSEC, comme Genève, l'IX, une grande école, où il avait rodé ces techniques anglo-saxonnes qu'il avait appris aux États-Unis et qu'il transpose aujourd'hui avec Imagine pour notre bonheur. Je ne sais pas si c'est le sien, mais en tout cas, déjà, ça nous fait du bien. Tu nous fais du bien, Laurent. Merci de tout ce que tu fais, en particulier pour la campagne Grand Donateur. Et la campagne Grand Donateur m'amène au dernier invité de cette table ronde, M. Sébastien Delafont, qui est donc entre Laurent et le professeur Ugazio, qui est fondateur, vous le savez probablement pour beaucoup d'entre vous, de Meilleurs Agents, qui est un grand donateur de l'Institut, qui fait partie du comité de campagne Grand Donateur qui a été créé et lancé ici il y a exactement 1 an par Anne-Henri de Castres, et derrière eux, avec eux, autour d'eux, et souvent devant eux, par Sébastien Delafont, et qui va nous dire, avec ce regard un peu plus particulier, à la fois le point de vue extérieur et le point de vue de l'intérieur d'Imagine, d'un ami d'Imagine. Voilà, je te passe la parole, Laurent, en vous remerciant déjà tous les 4, et tu vas nous dire comment ça va fonctionner, cette table ronde. Merci Sébastien. Merci Stanislas, pardon. Je remercierai Sébastien après son intervention. Il y a eu beaucoup d'études qui ont été effectuées sur l'altruisme, sur la philanthropie, sur la générosité, sur le don. Le don que certains philosophes ont qualifié d'énigme, en se posant la question de savoir pourquoi est-ce que les gens donnent, qui donne, pourquoi est-ce que les gens donnent, pourquoi est-ce qu'on sollicite les dons, pourquoi est-ce qu'on accepte les dons et que doit-on faire en retour. Des travaux comme ceux des ethnologues Marcel Mauss et Marcel Hénaf, que connaissent bien les fundraisers et ceux qui s'intéressent à la question de la philanthropie, qui ont qualifié le don de fait social total dans la mesure où il inclut l'ensemble des dimensions de la vie sociale. Et ils disent que présenter quelque chose à quelqu'un, c'est présenter quelque chose de soi. Et d'accepter quelque chose de quelqu'un, c'est accepter quelque chose de son âme. Il y a encore d'autres philosophes, d'autres spécialistes qui ont poursuivi dans ce sens, en affirmant que la philanthropie commence lorsque l'on donne de soi, en temps, en argent, en énergie, en compétences, quelles que soient les motivations. Et ils disent que la générosité matérielle n'a pas comme telle de valeur morale, sauf si l'on donne une part de ce qui nous est nécessaire au-delà du superflu. Et l'un d'entre eux écrit « Je ne crois pas aux simples intentions généreuses, mais à l'engagement de soi ». Alors,
Donc concrètement, que se passe-t-il vraiment lorsque nous donnons? Quelles sont nos motivations? Sommes-nous totalement, partiellement ou pas du tout altruistes? Qu'est-ce que l'altruisme? Sommes-nous guidés par des facteurs scientifiques ou biologiques? Et au final, si nous donnons et que le don rend heureux, pourquoi? Alors pour réfléchir à ces questions, donc 3 intervenants que Stanislas a présentés, Arthur Gauthier, qui nous apportera la vision académique et celle tirée des nombreuses études réalisées sur le don et sur l'économie du don pour comprendre les fondamentaux de la philanthropie. Giuseppe Ogazio, qui nous apportera une vision inédite et complémentaire grâce à ses travaux dans le cadre de la chaire philanthropique comportementale à l'Université de Genève, et donc des nouvelles connaissances qui en découlent en termes de neurosciences et du possible fonctionnement du cerveau au moment de l'acte de générosité. Et enfin, Sébastien Delafont, à ma droite, qui nous livrera son témoignage et son point de vue de donateur, de grand donateur, et qui nous dira s'il se reconnaît complètement, partiellement, ou au contraire pas du tout, dans ce qui aura été énoncé et présenté avant lui, et puis surtout quelle est sa vision de la philanthropie, est-ce que donner le rend heureux ou non? Nous vous laisserons la parole ensuite pour poser vos questions, pour nous faire part de vos remarques, de vos commentaires, quels qu'ils soient. On répondra aux questions à la fin de la table ronde. Sachez que des questions peuvent être posées en distance. On a beaucoup de personnes qui sont présentes en ligne et par le Facebook Live. Les questions pourront être posées. Pour ceux qui sont présents, n'oubliez pas que pour poser vos questions, vous devrez prendre le micro avant pour que tout le monde puisse vous entendre en ligne. Donc je commence, je laisse la place à nos spécialistes avec une première question à Arthur Gauthier, qui va donc commencer la table ronde. Et Arthur, peux-tu nous indiquer ce que disent les études qui ont été réalisées sur le don, sur le profil et les motivations des donateurs de manière générale? Merci Laurent, bonsoir à toutes et à tous. Très heureux d'être avec vous pour partager ce moment. Je vais passer quelques minutes pour essayer d'avoir un propos un peu introductif sur les motivations du don. Ensuite, évidemment, on ira beaucoup plus dans le détail avec Giuseppe, Sébastien sur des exemples, on va dire, beaucoup plus appliqués. Moi, je vais vous brosser un rapide panorama. D'abord, juste un mot sur la motivation. C'est un concept qui a plutôt ses origines dans la discipline psychologique. Donc en psychologie, et finalement, la motivation, c'est quoi? C'est ce qui va orienter, guider notre comportement. En fait, on ne peut pas observer la motivation des personnes, on peut observer leur comportement. Et par contre, on peut essayer avec la démarche scientifique, essayer de comprendre leur motivation. Il y a plein de méthodes pour ça. On peut faire des expériences en laboratoire, des expériences de terrain. On peut leur demander, on peut faire des interviews. On peut aussi, grâce aux neurosciences, depuis une quinzaine, une vingtaine d'années, faire des choses qu'on ne pouvait pas faire avant, au début du XXe siècle, quand on commençait à s'intéresser à ces questions. Donc voilà, je voulais juste vous brosser un rapide panorama de tout ça. Les motivations, donc c'est un concept très recherché, très intéressant. Il y a plus d'une centaine de théories de la motivation en général, puisque la motivation, finalement, elle a commencé à être étudiée au début du XXe siècle comme étant plutôt autour des instincts, des pulsions. On s'est intéressé à ça. C'est seulement dans la deuxième moitié du XXe siècle qu'on a commencé à s'intéresser au but que recherchaient les personnes, tout ce qu'on a appelé les motivations secondaires, réaliser ses valeurs, essayer de ne pas être en dissonance par rapport à qui on veut être dans ses actions. Et donc, ce qui est intéressant sur la motivation, c'est que quand on est motivé de faire quelque chose, eh bien, généralement, ça se voit parce qu'on a un comportement qui est répété, suivi dans le temps. Quand vous êtes motivé pour faire du sport, généralement, vous tenez à votre rythme, alors que quand vous n'êtes pas très motivé, vous en faites une fois, ensuite vous arrêtez. Et bien, pour le don, c'est un peu les mêmes questions. On s'intéresse finalement à ce qui peut motiver les donateurs à continuer à déjà donner une première fois. Et puis ça, c'est tout le travail des fundraisers comme Laurent. Comment est-ce qu'on fait en sorte que les donateurs continuent à donner, soient engagés dans un comportement régulier de don? C'est dont on va parler un petit peu ce soir. Alors c'est un enjeu très important, comprendre les motivations du don, vous l'imaginez, ça nous permet un peu de peut-être mieux répondre aux attentes des donateurs, des personnes comme vous.
Il y a plein de choses dont on pourra parler dans les questions. Je voulais simplement vous faire un rapide panorama de ce que nous disent globalement les sciences humaines et sociales sur ce sujet. Donc il y a beaucoup de personnes, de psychologues en psychologie qui ont étudié ce sujet, des personnes en marketing, des économistes, des anthropologues aussi, Laurent en a parlé, des sociologues aussi sont intéressés notamment à la dimension sociale de la motivation. On n'est pas uniquement motivé tout seul dans son coin, on est aussi influencé par le comportement des autres. Alors justement, pour vous faire un rapide panorama, ma vision des choses sur les centaines et les centaines d'études qui ont été publiées depuis les années 50 jusqu'à aujourd'hui sur les motivations du don, je vous propose de retenir qu'il y a 3 grandes familles de motivation, finalement 3 grands paradigmes qui ont été étudiés et prouvés avec un certain nombre d'expériences. Il y a le paradigme qu'on va appeler altruiste. Alors c'est une bonne nouvelle, ça existe. On peut donner par souci de l'autre. Et finalement, quand on va être motivé de manière altruiste pour donner, on va s'intéresser non pas à soi, on va un peu s'oublier finalement, on va ne plus penser à soi, on va penser à l'autre. Et donc il y a plusieurs finalement nuances de motivation altruiste. Laurent, tu as parlé de philosophie. C'est vrai que dans la philosophie, l'altruisme absolument pur et désintéressé a été discuté. On peut penser notamment aux travaux de Derrida qui a parlé justement de l'accueil inconditionnel. Mais cet altruisme pur, il paraît aussi... est-ce qu'il existe vraiment dans la vraie vie d'aujourd'hui? Alors il y a des théories intéressantes qui ont plutôt dit que les gens peuvent être motivés de manière altruiste, donc motivés par le bien-être de l'autre, par l'empathie. C'est-à-dire qu'en fait, on va ressentir la peine, la douleur, la souffrance de quelqu'un et on va justement l'aider parce qu'on est capable de ressentir en tant que personne humaine la souffrance d'une autre personne humaine et c'est ce qui va nous motiver à agir, à donner. Alors on peut donner du temps, on peut faire du bénévolat, donner de l'argent à des ONG qui vont venir en aide aux personnes en difficulté. En tout cas, cet altruisme par l'empathie est une des théories majeures en psychologie sociale notamment. Et puis il y a un mouvement récent intéressant qui s'appelle l'altruisme efficace, les notions finalement de faire le bien du plus grand nombre. On va essayer finalement, en donnant, de non pas aider une seule personne avec qui on a une relation empathique, émotionnelle, mais on va essayer de maximiser l'impact qu'on peut avoir avec son action de don sur un grand nombre de personnes. Et là, c'est plutôt des personnes qui vont rechercher comment, avec mes 100 ou mes 1000 euros, je vais maximiser le bien-être des autres, finalement. Donc ça, on va dire, c'est la première famille des motivations du don. Vous me voyez venir, si je vous parle de l'altruisme en première famille, la deuxième famille, c'est l'égoïsme. C'est un peu plus, on va dire, un peu plus controversé, mais il y a effectivement des travaux qui montrent que les personnes donnent aussi, parfois, ça on y reviendra, c'est difficile de catégoriser chaque acte de don dans telle ou telle boîte, mais sachez que des travaux ont montré que on peut aussi donner pour augmenter son propre bien-être. Et ça rejoint un peu le sujet du jour, le sujet donner fait du bien. Et il n'y a pas de jugement de valeur. Je ne suis pas en train de vous dire l'égoïsme c'est mal, il ne faut absolument pas être égoïste. Simplement, on peut donner pour essayer d'obtenir des bénéfices pour soi, qu'on se l'avoue ou pas d'ailleurs. On peut essayer de donner pour éviter des coûts. Alors donc il y a toute une petite analyse coût-bénéfice qu'on peut faire quand on donne. J'irai dans le détail juste après pour vous montrer un peu 3 ordres de bien-être que l'on peut finalement augmenter pour soi quand on donne, le bien-être matériel, psychologique ou social. Mais je voulais juste, avant ça, vous parler de la 3e grande famille. En fait, sur l'altruisme, on est centré dans notre acte de don sur l'autre. On pense peu à soi. Sur l'égoïsme, on va pas forcément oublier l'autre, mais on va plutôt être centré sur ce qu'on va finalement gagner par son acte de don. Et le 3e paradigme, il dépasse un peu tout ça, il est plus sur les questions de l'autre ou de moi. C'est en fait des personnes qui vont être motivées pour incarner des choses qui nous dépassent tous, des grandes normes, des valeurs, des choses qui sont soit de l'ordre du collectif dans une société, du vivre ensemble, des normes sociales aussi qu'on s'impose en société, ou de l'ordre des croyances religieuses par exemple.
je vais donner parce que, en tant que croyant, je me sens obligé de donner. C'est ce qu'on attend d'un croyant, et donc je finalement, indépendamment du bien-être que ça va faire finalement pour quelqu'un en particulier ou pour moi, je me sens, en tout cas, obligé de respecter ces normes et ces valeurs. Et donc là, ça rejoint un petit peu les travaux de Marcel Mauss dont parlait Laurent, notamment sur les grandes normes sociales comme la réciprocité, la justice, l'équité. Certaines personnes donnent parce qu'elles ont reçu et elles considèrent que c'est dans leur devoir de donner à d'autres. On peut aussi être motivé par des valeurs fortes de justice. Et puis après, comme j'ai dit, il y a toute la question des croyances personnelles qui ne sont pas d'ailleurs tout le temps religieuses. On peut aussi être motivé par des valeurs très fortes, laïques notamment. Laurent, on va peut-être zoomer sur la partie justement égoïsme, qui est peut-être la plus controversée. Est-ce que, une question avant de continuer, est-ce que l'altruisme efficace reste de l'altruisme ? On parle toujours de l'altruisme. Oui, alors c'est en fait tout le mouvement qui s'appelle Effective Altruism, dont on a pas mal entendu parler récemment, puisqu'il y a un certain nombre d'entrepreneurs de la Silicon Valley qui sont des ardents défenseurs de cette approche. C'est une approche, elle aussi, un peu controversée, parce qu'elle dit, finalement, il ne faut pas seulement écouter ses émotions et son empathie, il faut essayer de maximiser le bien-être qu'on va faire dans le monde. Et finalement, c'est une approche un peu utilitariste. Je ne sais pas si vous connaissez la tradition utilitariste en philosophie. C'est finalement, on va essayer de faire le bonheur du plus grand monde. Et en fait, peu importe finalement nos intentions, ou ce qui compte, c'est plutôt l'efficacité, le résultat. Et donc l'altruisme efficace va dire, par exemple, en fait, au lieu, par exemple, pour un étudiant d'une grande école, de travailler dans une ONG ou dans une association, il va peut-être mieux falloir qu'il soit trader pour ensuite pouvoir donner beaucoup d'argent à l'Institut Imagine après avoir fait fortune. Donc c'est ce genre de questions un peu provocantes que on va dire les tenants de ce mouvement de l'altruisme efficace posent. Et c'est aussi une question compliquée parce que ça nous suppose de faire le tri dans les causes. Ça veut dire que si j'ai 100 € et que je veux maximiser le bien-être, sauver des vies humaines avec 100 €, qu'est-ce que je vais pouvoir faire ? Et en quelque sorte, est-ce que je vais devoir, est-ce que je vais financer la culture, l'éducation ? Peut-être pas, il faut peut-être d'abord que je finance des vaccins contre des maladies rares, des filets anti-malaria, anti-moustiques, pour lutter contre la malaria. Donc voilà ce genre de questions compliquées que pose cette question de l'efficacité dans l'altruisme. Et en voyant ta diapo, on se demandait si est-ce qu'on connaît la proportion de la population qui est plus altruiste, celle qui est la plus qui répond à ces normes d'égoïsme, ou répondant à des normes sociales. Et est-ce que ces proportions sont différentes d'une culture à l'autre, d'un pays à l'autre ? Est-ce qu'il y a des études qui ont été faites sur ce sujet ? Alors, c'est une question super compliquée parce que les études comparatives entre les États sur le don et la philanthropie, c'est plutôt des études qui vont compter les flux en fait de générosité, compter les euros, les dollars, les yens, etc. À ma connaissance, il n'y a pas eu de grand panel international qui a fait des expériences ou des tests pour sonder la motivation des gens avec la même méthodologie dans de nombreux pays. Ça n'a pas été fait. Je crois que la plupart des expériences qui ont été faites sont sur des échantillons limités dans un pays, sur une population donnée. Donc c'est difficile de répondre à cette question. Par contre, ce que je voulais souligner, c'est que c'est aussi le contexte qui change. C'est-à-dire, dans certains contextes, alors évidemment la personnalité joue, on y reviendra, hein, peut-être la génétique, la personnalité, mais le contexte, context matters, le contexte importe. Quand on est sollicité, quand on est regardé par les autres, on a tendance à donner plus que quand on reste dans son coin, alors qu'on a la même personnalité, et alors qu'on a peut-être les mêmes leviers de motivation. Simplement, cette motivation, elle est activée dans certains contextes. Et par exemple, la question de... je vous montre juste la diapo d'après pour passer ensuite la parole à mes camarades. Mais ce qui est intéressant, c'est que par exemple, la notion de pression des pairs, c'est-à-dire je donne parce que quelqu'un que je connais très bien m'a invité à donner, parce que les personnes qui font partie de mon milieu social donnent tous, sont tous une fondation.
je me sens un peu obligé de le faire. Et donc ça, c'est plutôt vrai, on va dire, par exemple, dans certains milieux sociaux, dans certains mondes culturels, par exemple, la grande philanthropie à New York, c'est exactement ça. C'est-à-dire, c'est ah bah tiens, un tel est sur le comité de campagne, il faut absolument que j'y sois. Combien a donné un tel, je vais donner plus. Donc vous voyez, ce genre de choses, c'est plutôt sur ce paradigme égoïste, des choses qu'on retrouve dans ce genre de milieux sociaux que dans les classes populaires, par exemple. Même si, évidemment, il y a d'autres manifestations de la générosité qui prennent d'autres formes. Voilà, c'est simplement pour conclure, parce que c'est souvent, mes étudiants s'intéressent notamment à l'égoïsme et disent, mais en fait, comment ça marche? Donc, moi, ce que je propose de retenir, c'est que il y a plusieurs ordres en fait, de bénéfices ou de coûts qu'on peut obtenir ou éviter quand on donne. Ce qui est le plus intéressant peut-être pour nous aujourd'hui, c'est peut-être l'ordre psychologique, c'est-à-dire, en fait, quand on donne, on peut donner parce qu'on sait par l'expérience que ça fait du bien. Parce qu'en fait, il y a aussi une part de culturel, d'acquis. On n'est pas seulement... On est des études montrent que quand on est enfant, on est généreux, mais aussi on l'apprend, on voit aussi ce que ça fait. Et donc, quand on sait que ça fait plaisir, on va continuer à le faire. On peut aussi donner parce qu'on augmente son estime de soi. Je fais le bien, je suis une bonne personne, voilà, je me sens mieux en fait en faisant ça. Et puis on peut donner pour éviter de se sentir coupable. Et ça, certaines ONG, notamment dans les années 90, ont beaucoup insisté sur ce levier-là, n'est-ce pas Laurent? C'est moins le cas aujourd'hui, mais en tout cas, voilà, je voulais juste rappeler qu'on peut aussi jouer quand on est fundraiser sur ces différents leviers, même si évidemment il ne faut pas manipuler les gens, on y reviendra là aussi je crois tout à l'heure. Je vais m'arrêter là pour ne pas être trop long. Merci beaucoup, c'est très clair. On peut l'applaudir. Je vais passer maintenant la parole à Giuseppe Ogazio qui va intervenir en anglais. Je poserai mes questions dans les deux langues, Giuseppe. Alors la première question, d'un point de vue neuroscientifique, comprendre les motivations des donateurs, c'est comprendre comment deux éléments, à savoir les valeurs morales et matérielles, se combinent. Et en anglais, from a neuroscientific point of view, Giuseppe, to understand the motivations of donors, we have to understand first how moral and material values combine, right? Yes. You have the floor. Thanks. Thank you very much for inviting me here. It's really a pleasure to be here, and sorry for speaking in English. But since it's Giving Tuesday, I think we can make the effort. So precisely as you're saying, so if you think about philanthropy, it's like at the core topic of this, we always have moral values and material values, right? And many times material values could be time, could be resources like money or others, right? And then when we want to engage in philanthropic activities, we have to make a trade-off between these two, right? So we have moral values on one hand, material preferences on the other one, and then we make some sort of balance between the two and how we're going to use one for the other. But then one question that we need to address is how do we process these values in our brains? And maybe it's not how we combine them, the first question we should ask, but are these the same or not? Are we looking at two types of apples, or is it apples and oranges? So how do we combine apples and oranges, the values of these two? Let me give you a couple of examples that seem to indicate that actually maybe they're something different, material values and moral preferences. So suppose I'm just walking down here in a Boulevard Montparnasse, and I see a very nice camera in a shop, and I just go in a shop and have 1,000 francs with me, and now the franc is really strong, better than a euro, so the local commerce really wants my francs. And and I just go in the shop and propose, okay, I want to pay for this camera, and everybody's happy, right? If the price is lower or equal to 1,000, I'll get the camera. I'm happy, and the reseller is also happy. And I guess none of you thinks that there is anything wrong with this transaction. Now, suppose that since I came from Switzerland, and there is maybe some bank that opened its vaults for me. Now I have 1,000,000 francs, not anymore only 1,000. And I have 2 kids at home, but I really like large families. And I want to have a third kid really, really quick, and no troubles of all the pregnancy and this thing. So let's go in Montparnasse. There was this very beautiful lady. Can I buy her for 1,000,000 francs? And now, I think that most of you would probably react and say, this guy is crazy. You cannot buy human lives with money.
And not only is crazy or there's something wrong with this, but probably this is a bad moral person. There's something inherently wrong with the systems or beliefs that this person holds. And this example sort of shows intuitively that material and moral preferences probably are not treated by our brains in a similar way. Let me give you another example is a bit more academic or a bit more logical. So in economics, we frequently do experiments and we present people with choices like the one you see on the screen. So you have two choices. You can get a sandwich or a sandwich plus some money. And in economics, we would say that and Arthur, please correct me if I'm wrong, that the option on the right strictly dominates the one on the left because you're getting the same thing plus something more. Now, suppose that I give you the same condition in which you have a moral value, and then into the moral value, I add some material value, some money. Now, if these two were treated in the same way by the brain, this transitive law should apply, and then the option on the right will always be better than the option on the left. But actually, in Switzerland, there was an experiment that looked at this. So it was done in the early 2000s, and basically the experiment went, let's look at how people make a decision whether they want to store some toxic waste in their town hall. And the town hall was supposedly the best place in Switzerland identified by the government. So citizens were asked, would you incur this cost? And when it was posed like this, a minor majority accepted the verdict, say, okay, it's our duty to accept this. But then when the same thing was proposed, and on top of the having to accept this, they were also offered money, what they found was that the percentage of people that accept this actually was slashed by 50%, indicating that when you added material compensation for a moral preference, so the preference of respecting the duty of storing this waste, actually we find that the intrinsic motivation was slashed. So we don't find that the right option on the right now it's dominating one on the left, but vice versa. And this is something we refer to as moral crowding out. So this gives some indication to us that maybe material preferences and moral values are not represented in a similar way by the brain. But let me also give you the other side of the coin. So you mentioned neurosciences and how we use them. So in neurosciences, we have a paradigm that is called the common neural currency hypothesis. So according to this hypothesis, we have one system that is processing all types of values. So if I'm making a decision for money, art, or food, or maybe even to whom to donate, the same neural processes are involved in deciding which option is the most valuable for me. And these are particularly found in the medial prefrontal cortex and in the ventral striatum that you can see highlighted by these blobs. These were studies done using money, so choosing the option that has a higher monetary value for you would positively correlate with the neural activity in this region. Similar when you have to choose food or when you have to choose more abstract things like beauty. However, we don't have studies on what happens for moral values. How do we make choices with moral values? On sait peu de choses sur la représentation des valeurs morales dans le cerveau. Donc des zones différentes de notre cerveau gèrent donc les décisions des valeurs financières et des valeurs humaines. I will ask the question in English. Little is known about how moral values are represented in the brain, so different areas of our brain control the decisions of financial values and human values, right? Right, so that's one of the questions that we couldn't answer and we tried to answer in some of the research we've done. And so what we did was basically asking participants, students from the university, to come and do an experiment where we tried to estimate, where we asked them to estimate at the same time financial values and moral values while being inside an fMRI scanner. So an MRI scanner that records the neural activity. So how does this look? Participants came to the lab and they would see on a screen decisions like this. So to estimate the value of money, you could ask, how do you compare money to money? Well, one way that we can do it is to ask people whether they prefer to get some monetary reward immediately or be patient and wait for a larger reward in the future. In this way, we can just ask people to compare the economic values of these two options. On the other hand, a famous way to ask people about their moral preferences is reflected by what's called the trolley dilemma.
So the trolley dilemma is a philosophical mental experiment that asks people, basically, if you see a runaway train that is running towards 5 people, now you can decide to do nothing and let 5 people die, or you can operate a switch that would divert the train where there's only 1 person that then would be killed by the train. So what should you do? So we basically transformed this into hospital situation in which a doctor could make a choice to turn off the switch of a patient in a coma, of course all hypothetical, in order to save a larger amount of people. And at the time when we did this, we didn't know that this question would actually come quite to the topic, since we now had all this fortunately only hypothetical triage potential decisions to make with how to allocate ICUs, right? So that was anyway the situation we chose. And then we asked people inside the scanner to basically make decisions. Do you prefer the monetary amount on top or below? Do you prefer to save the life of fewer or more people, and so on? And in this way, we can then compare where the brain is representing the subjective values for financial options or subjective values for the moral options. And then we can directly compare these two. So what we find, what you see here in green, it's unsurprisingly, we find that the financial options are still represented by the neural common currency network. So you see a big chunk of the frontal cortex, and we also find the ventral striatum to be representing financial values. We don't find that moral values are represented in these areas, however. We find that the right TPJ and the PCC are representing moral values, and in particular the RTPJ, the right temporoparietal junction, is an area that is involved in processing social behavior. So when I have to think, put myself in your shoes, when I have to empathize, when I have to act in a sort of social environment, this is an area that we consistently find. So we are really happy to see that actually these intuitions that we gave, that I tried to provoke in you at the beginning, is actually substantiated by data that shows that moral preference actually processed in the brain in different in different regions than financial preferences. So that's kind of the conclusion of this study of looking for the sort of neural and biological signatures of moral values and whether these are the same or not from financial values. Et Giuseppe, vous avez réalisé une expérience avec ça, avec un dé à jouer que je vais vous donner pour que vous nous expliquiez ce que vous faites avec ce dé. So this is a dice, as you can see. You perform an experiment on honesty with this playing dice. Can you explain us what you do with it? Yes, with pleasure. So we did a study where we wanted to measure honesty in the lab, and we wanted to do it in a way that mimics real decisions about honesty. And to do this, we basically had to put participants in a situation where they would make decisions that are private, so they can decide then by themselves if they're reporting numbers that are true or not. And basically, with this dice, we would ask you to throw it, and then without showing to anyone the outputs, and then you would see a table like this with the rewards that you would get if any of the numbers that have a reward assigned to it would show up. And this is common knowledge, so you know it before you throw the dice, and you do it completely private. No one is looking at you. So what we then do is that we can just aggregate groups of people to see how much the group average corresponds to the statistical likelihood of finding a truthful response. And if you think about statistics, what you should find is that the majority of the time, people report that they only win 50% of the time, because on the table here, you can see that only 50% of the numbers are actually rewarded. So in this case would be 1, 3, 4, you would get a reward, and the other 3 numbers, you wouldn't get a reward. If we find that participants as a group report more towards the right side, so more towards 10, this means that there is something weird. So either they were very lucky, or more likely they're misreporting their answers in their favor, so basically lying. If they were going the opposite direction, it's likely that they're also cheating, but against themselves. Now, we know from a previous study that there is a network of regions, there is one area that it's located in the right lateral prefrontal cortex, which seems to be involved in regulating behavior when you have the opportunity to cheat, that prevents you from cheating. So it basically tries to downplay your temptation of lying.
However, as you may know, in neuroscience, when we do fMRI studies, we cannot establish any causal relationship. We just have a correlation between neural activity and behavior. However, there is one interesting method that uses brain stimulation in order to change temporarily and safely neural activity, which can then allow to determine the causal involvement of a brain region in a certain behavior. So what we set out to do here was to determine whether this brain area was actually causally necessary, so its activity was causally necessary for participants to be able to exert this moral control. This is, you can see a picture of how our lab looked. It's a bit small, but we have some cameras to monitor health and the healthiness of participants during the study. And basically, participants had some electrodes placed on their head, more or less like it's in this graph here. And then we applied what's called transcranial direct current stimulation, which is basically applying weak currents that can manipulate the neural excitability of the tissues that it stimulates. And there are two types of stimulation. Inodal stimulation is increasing the activity of this area, or the likelihood of that this area will be active, and the cathodal that is decreasing it. So we focus on the increasing activity here, and we compare to a control group. And we stimulated this area that I mentioned before was found to be involved in honesty. And so what we found, basically what we find first of all is that in the lab, participants who came were quite dishonest. If you look at the white bars in our chart here, you can see that they're skewed towards the winning side. So basically, participants were more likely to report winning numbers that statistically plausible as a group. So we don't know who was lying or not, but as a group, they were deviating from the statistics. However, when we applied this stimulation, we find that now the distribution is much more overlapping the statistical honest distribution. Which was very interesting for us, as you can see we actually could decrease the cheating rate from 37 to 15%. And what's also more interesting, if you focus on these two graphs, if you look at people who lied all the time, so those who are above the 90, we couldn't affect that number, which sort of told us that this region is really exerting its power when people have some sort of conflict. If they're determined to get the money and cheat all the time, there is nothing we can do. Et Giuseppe, quelles sont les perspectives du prolongement de vos travaux en philanthropie? What are your research perspectives in the field of philanthropy in the continuation of what you have already done? Thanks. Yes. So referring back to what Arthur was saying before. The perspectives are, first of all, to try to get as much data as possible to understand the philanthropic world, because we don't really know much about it. And this is one of the studies that we set out to do for now in Switzerland, was to get all the mission statements from all philanthropic organizations that are registered in Switzerland, to try then with big data and artificial intelligence to make a map of in what they're working, but also on, for which motivations are they working. In particular, we look at moral values and emotions, and potentially we could even find emotions like empathy or joy, trust, or negative emotions, sadness, and so on, to be present in mission statements, which would indicate that these emotions are important motivators of philanthropists when they decide to engage. Similar, we can try to detect moral values, so words that are heavy with moral significance, so that then we can find if these moral values are involved then in motivating people's philanthropic endeavor. And we decided to do it in this way because instead of looking at the individual level, because we already have the answers to the question we would ask. If I were to come to you and say, hey, why do you donate? Maybe if you have a foundation, that answer should already be in the statute of the foundations. And we know, the data is not perfect, but it's a good place to start, I think. And the second thing is to keep looking at the individual level. You mentioned it as one of the egoistic reasons for giving. It's actually it's tax incentives. And we know this is one instrument that is used a lot. So not only tax incentives from governments, but also matching. There's a lot of organizations that say if you give one, we give one. And maybe institutions also have as corporate social responsibility programs, some scheme where if you engage in some philanthropic activity, they would support it. So we want to try we want to know which of the schemes work best. And in one of the studies we've done, we looked at the difference between match and rebate, finding that matching works much better than the rebate system. And actually we found that rebate is not different from not having an incentive at all.
which is kind of a novel and exciting finding, just to suggest to people who want to incentivize not to use it because they would basically waste their money and not achieving what they want to achieve. Thank you very much. Merci beaucoup. Thank you. Alors maintenant, je passe la parole à Sébastien Delafont et avec ma première question, qui est évidente, à la lumière de ce que viennent de présenter Arthur et Giuseppe. Est-ce que tu te reconnais donc, dans ce qui a été énoncé, dans ce qui a été présenté et la question qu'on se pose tous, pourquoi est-ce que tu donnes? Quelles sont tes motivations? Est-ce que donner te rend heureux? Est-ce que c'est la raison pour laquelle tu donnes? Est-ce que c'est une des raisons pour lesquelles tu donnes? Bon, d'abord, moi aussi, je suis ravi d'être là. À la différence de mes éminents voisins, j'ai pas du tout une approche scientifique et il y a beaucoup de questions auxquelles, malheureusement, je vais pas être capable de répondre de manière très rationnelle. Parce qu'il y a le cœur, là. Bon, il y a le cerveau, j'ai compris. Heureusement, Giuseppe ne m'a pas mis de casque sur la tête et personne ne pourra dire de manière, je dirais, évidente pour quelle raison, véritablement, je suis avec vous. Mais depuis que tu m'as invité, j'ai réfléchi. Et je me suis posé des questions que je ne me posais pas peut-être aussi précisément jusque-là. Pourquoi je donne déjà? Et je me suis rendu compte que je donnais un peu comme je faisais mon métier d'entrepreneur. Et en fait, je me suis rendu compte que probablement je donnais en fonction de ma personnalité. Comme entrepreneur, en fait, qu'est-ce que je cherche à faire? Je cherche à avoir un impact. Je vois un problème, un truc qui n'est pas réglé correctement dans notre vie de tous les jours, ça peut être ça, et puis je vais chercher une solution. Mon métier d'avant, c'était d'aider les gens à réaliser des transactions immobilières de manière plus fluide, plus efficace. Bon. Eh bien, en fait, je me suis rendu compte que j'avais la même approche vis-à-vis du don. Je donne à un certain nombre d'institutions, 2 principalement, mais en fait, j'ai eu la même grille de lecture que pour monter un business en me rapprochant de ces 2 institutions. C'est la Fondation Imagine et puis c'est l'école HEC. C'est la santé et c'est l'éducation. Et en fait, pourquoi je suis engagé dans les 2 ? De manière relativement importante, parce que je suis en accord avec leur mission, parce que je me reconnais dans leurs valeurs, et parce que je pense avoir un impact. Et du coup, quand je fais cette grille-là, mission, valeur, impact, et que je pense à ce que Arthur a présenté, je me reconnais finalement pas mal à droite, parce que la dimension sociale, aussi ce qu'a dit Giuseppe, peer pressure, parce que c'est vrai que bon, je suis aussi membre du comité de soutien de la Fondation Imagine, parce que Henri de Castres me l'a demandé, et on ne refuse rien à Henri de Castres. Donc c'est assez simple, ça. Ça non plus, ça se voit pas dans les études directement, mais c'est bien ça. Ça, c'est la pression des pairs, mais c'est une pression évidemment amicale. Je plaisante, ça m'a fait très plaisir. Mais l'environnement joue. Sans lui, je serais peut-être pas présent aussi fort. Et je me reconnais aussi dans cette catégorie à gauche, Arthur, que vous avez montré, de l'altruiste efficace. Et l'altruiste efficace, je ne sais pas si j'ai cette culture, la Silicon Valley, mais je me sens pas si loin. Effectivement, je choisis des sujets et des thématiques où j'ai l'impression que je vais pouvoir avoir un impact. Et ce qui a été très important pour moi dans mon histoire avec vous, mais comme avec HEC et la fondation d'HEC, c'est que vous m'avez autorisé à un peu travailler avec vous. On a travaillé ensemble sur la plateforme de marque ou sur d'autres sujets. À HEC, c'est pareil, je suis très impliqué, peut-être encore plus qu'ici. Et ça me donne, je dirais, en plus du don financier, le sentiment de participer à quelque chose qui est peut-être plus utile que ce que j'ai fait dans le business. Et donc là, il y a une valeur d'utilité, et c'est là où je me retrouve peut-être sur l'égoïste, parce qu'il y a quelque chose qui me rapporte quelque chose dans mon don. Ça me fait du bien, parce qu'effectivement, j'ai peut-être une utilité sociale plus importante au travers de mon activité philanthropique que celle que j'ai pu avoir dans mon business. Voilà. Merci Sébastien. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, tu pourrais, certains messages pourraient influer ta décision de donner, ou est-ce que tu considères au contraire que tu contrôles à 100% cette décision, à savoir où tu vas donner, à qui tu vas donner, pourquoi tu vas donner? Est-ce qu'avec un certain type de message,
on pourrait être en capacité de t'influencer dans ta décision de donner. J'ai pas du tout envie de ça. Je pense qu'aucun de nous n'a envie de ça. On n'a pas envie d'être manipulé. Hein, tu as dit influencer. Moi, je surenchéris. Je parle de manipulation. Maintenant, on l'est, malgré nous, en permanence. Alors après, où est la limite entre être influencé, être guidé et être manipulé? Je ne sais pas. On a envie plutôt, effectivement, d'être gentiment amené dans une direction qui correspond à ses valeurs, à des choses qui vont être en résonance avec des thèmes importants pour soi. Mais on n'a pas envie d'être manipulé. Alors après, est-ce qu'il y a des choses qui pourraient me plaire? Je crois que j'ai donné ma grille de lecture. Si c'est sur des thématiques, donc des missions qui sont importantes pour moi, et que on va mettre en avant des valeurs, donc en fait un vocabulaire qui est en accord avec ma grille de lecture, je sais que là on a une chance importante de m'atteindre. D'accord. Et de manière très générale, quel est le rôle des philanthropes que tu définirais dans la société actuelle, sachant que des philanthropes peuvent avoir un regard différent du tien sur l'acte de générosité. Certains philanthropes souhaitent avoir un impact, ce qu'on appelle l'altruisme efficace. D'autres réagissent par pure émotion, de manière très impulsive parfois. Est-ce que de manière générale, tu donnes un rôle à la philanthropie, comme ont pu le donner au XIXe siècle les philanthropes américains, ce qu'on appelait les barons voleurs, et qui avaient vraiment une mission très très spécifique et très précise dans la société américaine? Bon, ça c'est une question un peu trop grande pour moi. En revanche, ce que je pourrais dire, c'est que on m'a beaucoup donné, y compris et peut-être particulièrement dans mon parcours d'entrepreneur. Et le fait de pouvoir rendre, je pense que c'est très important. Il y a une notion en médecine, j'espère que je ne dis pas trop d'âneries, tu me corrigeras, Stanislas, qui est l'homéostase, où je crois que les différents organes du corps, ils fonctionnent de manière équilibrée entre eux, et on est vraiment en parfaite santé quand on connaît l'homéostase. Et le fait de rendre quand on a reçu beaucoup, je pense que ça fait du bien. Et donc je pense qu'il y a une fonction sociale, et que ceux qui effectivement ont reçu beaucoup, s'ils rendent, c'est bon pour la société évidemment, mais je pense que c'est bon pour eux et pour leur propre santé. Une réaction de Giuseppe et Arthur sur ce que vient de dire Sébastien, ou est-ce que ça conforte vos propres analyses et votre propre... On n'a pas travaillé ensemble avec Sébastien, mais ouais, ça conforte pas mal quand même. Non, mais là, ce qui est intéressant dans ce que dit Sébastien, c'est qu'en fait, on a une pluralité de motivations aussi. C'est-à-dire que c'est difficile de faire des catégories, des boîtes, et enfin, c'est intéressant en fait pour pouvoir faire le paysage des possibles, des motivations possibles. Mais on se rend bien compte qu'on est tous des êtres complexes avec voilà, des choses différentes qui peuvent nous faire agir, nous faire donner notamment. Donc j'ai bien aimé le portrait un peu complexe qu'a brossé Sébastien, qui emprunte effectivement un peu aux trois grandes catégories que j'ai résumées. Donc ouais, c'est intéressant. Je voulais juste rebondir sur la dimension de choix en fait. C'est intéressant aussi ce que Sébastien disait. J'ai choisi 2 institutions. Donc il y a l'idée de concentrer le tir, si vous voulez, plutôt que d'arroser large et de soutenir plein d'associations ou de structures avec des montants qui, par définition, pour chacun d'entre nous, sont limités. Donc, je trouve que cette notion aussi de savoir trancher entre donner petit à beaucoup et donner beaucoup à peu est une question très intéressante, qui n'est pas encore complètement résolue, je crois, par la recherche, mais et qui fait partie en fait des choix stratégiques assez forts que font certains, c'est-à-dire non, je refuse les sollicitations, je suis déjà engagé très fortement sur 1, 2, voire 3 structures et je vais y aller à fond et je vais m'engager, et notamment au-delà du chèque, c'est ce que vous disiez, je vais donner mon temps, je vais faire de la mise en réseau, je vais éventuellement, si c'est utile, et ça il faut que ça soit utile aussi à la structure, pouvoir donner mon expertise. Donc ça, je trouvais ça intéressant et ça complète un peu ce qu'on a dit juste avant, je trouve. Giuseppe? Maybe a quick reaction with a question. So it was interesting. You started saying that your motivation to give was mostly from your heart, but then you ended up finding yourself also in the case of effective giving. That, as Arthur was saying, is kind of this rational exercise of finding where you can maximize impact. So is it? And also you said you didn't know why you're giving before you were invited here, and you had to reflect on it.
So when do you ever find yourself in a conflict between what the heart says and what sort of the maximizing impact is? And is it a journey that you start from the heart and end with the head, or is it sort of a debate between the two? Or? C'est génial, j'adore cette question parce que finalement j'ai répondu à ça dans un contexte qui n'avait absolument rien à voir avec ce soir, il n'y a pas très longtemps. C'était sur le processus décisionnel du chef d'entreprise et comment est-ce qu'on prend une décision, une décision difficile, parce que les décisions évidentes finalement nous intéressent moins ce soir. Et là encore, je pars sous le contrôle d'éminents scientifiques et médecins, donc j'espère pas trop dire de bêtises. Mais bon, en tout cas, on a plusieurs cerveaux, plusieurs couches de cerveau, plusieurs zones dans le cerveau. Moi, on m'expliquait qu'il y avait le néocortex qui prenait des décisions un peu rationnelles, et puis le cerveau limbique qui était le seuil des émotions. Et ce que j'ai appris au cours de ma vie, c'est à écouter les deux. Et effectivement, il y a la dimension rationnelle où je sais compter, je sais parler, je sais mesurer, je sais comparer. Mais j'ai le cerveau limbique qui m'envoie de la chaleur ou du froid, de la peur, de l'envie. Il n'a pas de vocabulaire, mais je dois l'écouter. Et dans mon expérience de business, mais aussi d'homme, et je pense qu'on fait tous ça, il m'a semblé qu'il fallait toujours écouter son cœur, en tout cas son cerveau limbique, même si on n'était pas capable de le comprendre. Parce que quand on prend une décision contre son cerveau limbique, son cœur, on le regrette toujours à un moment ou à un autre. Voilà. Ça, c'est mon expérience. J'espère que je n'ai pas répondu trop à côté de la question. Merci Sébastien. On va prendre les questions et les remarques du public, qu'ils soient présents ou en ligne. Mais avant de vous laisser la parole, je voudrais juste poser une question que tout le monde s'est posée ou se pose, et je la pose à Stanislas. La question de savoir si, qu'on le sache une fois pour toutes, est-ce que certaines personnes ont une susceptibilité génétique à la générosité. Alors Stanislas souffle en disant j'ai pas la réponse, mais est-ce que tu as ou Alessandra ou nos généticiens, est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir une susceptibilité génétique à la générosité, ou on le sait pas, ou on le saura jamais, parce qu'on est quand même à Imagine, Institut des maladies génétiques. C'est très embarrassant parce que je ne sais pas du tout. En tout cas, ce n'est pas une maladie. Faudrait donc que ça sort un peu de notre champ d'investigation. Si on voulait jouer aux généticiens qui étudient ça, il faudrait, vous le savez, faire des études d'héritabilité, c'est-à-dire comparer des jumeaux, monozygotes ou dizygotes, pour savoir s'ils ont les mêmes capacités, les mêmes appétences, et s'ils sont de la même catégorie de donateurs dans votre échelle de groupe de motivation. Mais c'est plutôt une façon de dire de manière un petit peu légère que je ne suis pas sûr que l'expérience soit très, très valide, parce qu'évidemment, ça percute des questions. La question majeure de la génétique est toujours la même. C'est milieu, nature and nurture, milieu et gène. Ce que l'on est constitutivement, génétiquement, et ce que l'on a appris, ou ce à quoi on a été exposé. Il paraît assez évident de dire qu'il y a une très grosse part d'éducation, de comportement familial, de comportement... On le voit dans des stratifications de population où le don n'a pas la même valeur. Donc je ne sais pas, Alessandra, tu sais quelque chose là, sur la génétique du don? Ne me remercie pas de te poser. Sorry, I had a question for you. Do you think that in your experiments or in your tests, can you really go into this kind of inter-individual differences? I mean, is it deep enough that you could spot whether there are people that react differently to material values versus moral values? And can you really exclude that these brain areas are connected somehow at maybe low levels that you cannot pick up in the MRI? And so they are really totally disconnected. So thank you very much for the question. Let me start from the second question. The answer is I cannot exclude it, and I don't want to exclude it.
Actually, we know that they must talk to each other, otherwise we wouldn't have philanthropists, right? If they were separate, then we wouldn't be able to balance the two. So what we want to say with this research is that there are areas that are more sensitive to moral values, and actually in my PhD thesis I try to explain also some evolutionary reasons for it, that's to deal with also social norms that may give us the motivation to give. We through evolution have some systems that are dedicated to process specifically moral and social norms that enable us to interact much better or in a much more sophisticated way than you would see in other animals, right? Other animals decide who rules by, the strongest rules. And fortunately, in most societies nowadays, we have some processes and norms that make us interact peacefully. And to the first question on inter-individual differences, so we can pick up, we don't look specifically who is doing differentiating material from moral preferences. What we're looking is both individuals do both tasks, and within each individual we find differences. So everybody in our task had these differences. So I'm not saying that there are individuals that have that make a difference and individuals that don't make a difference. If anything, I'm just saying that irrespective of how patient you are for the monetary task, or how, say, utilitarian you are, that you want to maximize the life saved, these calculations of what's your preference are separate irrespective of where you stand. So the way you process the financial values is different from the way you process moral values, irrespective of where you are with respect to being patient or not, or being utilitarian or not. So that was the sort of the difference between the two. I'm not saying that there is some individuals who are making the difference and some who don't, because we cannot really tease that apart. Merci, Giuseppe. D'autres questions? Boris Chaumette, vous voulez peut-être intervenir? Ouais. Merci beaucoup. C'était une tentative de répondre à ta question, Laurent, sur la génétique de la générosité. Alors, je ne crois pas qu'il y ait d'études directement là-dessus. Il y a des études plutôt sur la génétique de l'empathie, et notamment qui s'intéressent aussi à la question de l'autisme, puisque finalement, il y a des gènes qui favorisent la relation sociale et donc, du coup, le don de soi. Mais une réflexion intéressante, elle nous vient finalement d'un des premiers généticiens, si on peut dire comme ça, mais de Darwin, où en fait, dans le darwinisme, on a tendance à voir la sélection naturelle comme étant une sorte de filtre qui vient filtrer les aberrations ou qui permet de sélectionner les meilleurs individus, les plus compétitifs dans la société. Mais ça, c'est quand on lit le premier livre de Darwin, qui est L'origine de l'espèce, et qui donne tout derrière la théorie du darwinisme social. Mais le livre que Darwin écrit quasiment une vingtaine d'années après, c'est De la filiation de l'homme. Et justement, il explique que la sélection naturelle a sélectionné chez l'homme des gènes qui font que l'homme vit en société, que l'homme est capable d'altruisme, d'empathie. Et donc il n'est pas impossible que ce qu'on voit aujourd'hui dans le don, dans la philanthropie, dans la sélection de ce qu'on peut faire pour donner à l'autre, soit quelque chose qui soit sélectionné parce que l'homme est un individu social et qu'il a été sélectionné historiquement dans l'évolution pour avoir ces compétences-là. Et donc finalement, pourquoi donner rend heureux? Parce que finalement, le circuit du préfrontal vers le limbique, etc., finalement, c'est peut-être aussi une sélection naturelle qui fait qu'on a une propension en tant qu'humain à s'entraider et à donner. Ce n'est pas vraiment une réponse à la question sur est-ce qu'il y a des gènes du don, mais en tout cas, il y a possiblement, à travers la sélection naturelle, peut-être une sélection qui fait que l'homme, naturellement, a propension à donner, et c'est quelque chose qui est probablement partagé à travers les différentes sociétés. Merci beaucoup pour ton témoignage. Une question de madame, juste en face. Bonsoir, Marina Failly-Ruiz de BNP Paribas Cardiff. Moi, je m'interroge sur la différence culturelle. Les anglo-saxons, donc enfin, américains, anglais, sont a priori plus philanthropes que les Français. Est-ce que ça vient aussi du système politique? Est-ce qu'on considère, nous, Français, qu'en payant nos impôts, on fait une forme de don? Arthur, Sébastien, vous, Giuseppe. Bon, je me lance en premier.
Comment on explique que Je pense qu'il y les a anglo-saxons soient plus philanthropes que les Français? Ouais. Il y a quelque chose qui... Bon, c'est sûr que la pression fiscale en France, totale, est plus élevée qu'aux États-Unis. Donc je pense que là, effectivement, il y a un intervalle qui explique peut-être que la marge de manœuvre pour donner aux États-Unis peut sembler à certains plus importante. Mais je ferai la comparaison entre Monaco et la France. Et Monaco, c'est en France, géographiquement. Et je sais qu'à Monaco, on donne beaucoup. Et on donne beaucoup pour probablement 2 raisons. Un, parce qu'on ne paie pas d'impôts, sauf quand on est français. Et parce qu'il y a la pression des pairs qui est très forte. Parce qu'à Monaco, si vous ne donnez pas et qu'on ne vous voit pas donner, vous êtes un peu exclu socialement. Donc c'est là que je vois les 2 clés. Donc la pression fiscale et la pression des pairs. Et donc je crois qu'aux États-Unis, la pression fiscale est moindre. C'est pas Monaco, mais bon. Et la pression des pairs, dans certains milieux, qu'a évoqué Arthur, comme à New York, dans les familles fortunées, est très forte. Et je ne crois pas qu'on ait véritablement ça dans les mêmes proportions en France, oui. Maybe just to bounce off of the answer about peer pressure. So it's also the style in which people are giving. So in the United States, it's more common than not that you have universities with buildings with the name of the Rockefeller or whoever. And we don't have that much, not only in France, but in Europe in general, right? So it's really a tradition of not giving loudly, but then still giving. And then for sure the tax explanation probably is quite strong when we don't have that much need of philanthropy for basic things in Europe, because we have taxes and a social welfare that hopefully it's already taking care of things that in the United States actually needs to be addressed with philanthropists. So I think this will also explain a lot. Et pour compléter ce que dit Giuseppe Sébastien, c'est vrai que la place historique de l'État dans la société est bien moindre aux États-Unis qu'en France. On vient d'une culture royale où tous les besoins du peuple devaient être couverts par l'État, alors qu'aux États-Unis, c'est le peuple qui a créé l'État et qui a décidé de la façon dont son argent allait être dépensé pour les causes auxquelles il était attaché. Et c'est peut-être pour ça que, naturellement, les Américains sont plus enclins à donner, parce qu'ils ont le sentiment que c'est à eux de décider de la façon dont leurs revenus vont être dépensés, alors qu'en France, on pense que c'est à l'État de prendre ses décisions. Et sur la place de l'impôt, je suis d'accord avec vous. Cela dit, ce qu'il faut savoir, c'est que même si on paye un peu moins d'impôts aux États-Unis qu'en France, la déductibilité fiscale est bien plus importante en France. Je crois que c'est la meilleure déductibilité fiscale au monde qu'aux États-Unis. Et la question de savoir maintenant, est-ce que c'est un incentive, un encouragement à donner plus qu'aux États-Unis? Et en l'occurrence, on voit que non. Donc la déductibilité fiscale, même si elle est plus importante en France, n'est pas un facteur dominant dans la décision de donner. Arthur, tu voulais... Je n'ai pas grand-chose à ajouter. Je pense qu'il y a d'autres questions. Enfin, c'est une très bonne question, madame. Mais je pense qu'effectivement, pour conclure, c'est aussi le type de contrat social qu'on a. Et il faut regarder aussi la longue histoire. Parce qu'en France, on a eu aussi une période où il n'y avait pas d'État-providence, pas d'État social. Et il y avait en fait un gap que certains... philanthropes à l'époque ou organisations de charité ont comblé en fait, faute de solutions au niveau national centralisé. Il y avait des bureaux des pauvres dans certaines villes, mais il n'y avait pas le système qu'on a aujourd'hui. Donc en France, si vous voulez, la charité et la philanthropie, elles ont aussi préfiguré l'état social et providence qu'on connaît. Donc il faut aussi remettre ça dans le temps long pour comprendre là où on en est aujourd'hui. Merci. Deux questions au fond, Nathalie et monsieur. Nathalie. Bonsoir Laurent, bonsoir Arthur. Nathalie Levallois, je suis consultante en fundraising. Et j'aurais une question sur la philanthropie à grande échelle. Peut-elle être un outil de pouvoir? Parce qu'il y a eu des polémiques à ce sujet. Par exemple, Bill Gates, un outil de pouvoir dangereux. Et si par exemple j'arrivais ce soir avec 100 millions et que j'accordais à Imagine, avec des conditions très spécifiques, très liantes, est-ce que vous accepteriez? Voilà, c'est un petit peu le pouvoir de la philanthropie à très grande échelle. Arthur? Laurent commence, est-ce que tu acceptes ou pas la somme quoi? Moi, ça me rappelle
une critique que me faisaient les Français quand j'ai commencé à parler de fundraising et de philanthropie en France, parce que j'étais aux États-Unis avant, et on me disait jamais on ne demandera de l'argent à un donateur parce qu'on va être pieds et mains liés à ses désirs et à ses caprices. Et ce qui me faisait rire, c'est qu'eux étaient exactement dans la même position vis-à-vis des financements publics. Donc ils recevaient des financements publics et ils étaient pieds et mains liés à leur bailleur public. Alors qu'aux États-Unis, ce que je remarquais, c'est qu'il y avait un contrat qui était établi dès le départ entre les bénéficiaires et les donateurs, et le donateur donnait sur la base d'une proposition qui était faite par le bénéficiaire de dire, voilà, si vous me soutenez, c'est sur la base de tel projet, et le projet se réalisera de la façon dont je vous le présente, vous me donnez ou ne me donnez pas. Mais quand le donateur donnait, en fait, il n'y avait pas d'obligation qui allait au-delà de ce qui avait été présenté. Donc la liberté du bénéficiaire était bien plus grande que celle du Français qui, du coup, vis-à-vis de ses financeurs publics, avait des milliers de rapports à produire et beaucoup d'obligations que moi je ne voyais pas, que les donateurs américains n'imposaient pas à leurs bénéficiaires. Donc recevoir, je ne sais pas si Stanislas sera d'accord avec moi, si on reçoit un don de 100 millions, il est évident que c'est sur la base d'un projet ou d'une stratégie de ligne budgétaire qu'on va devoir respecter une fois que le don arrivera. Et que on n'est pas plus tributaire des volontés ou des caprices d'un donateur privé que d'un financeur public. Au contraire. Peut-être pour ajouter une réponse à la question de Nathalie. En fait, moi, je crois beaucoup à la question des contre-pouvoirs, en fait, en général, et à l'équilibre, en fait. Là, on parlait de l'équilibre entre les organes dans un corps humain. Je pense que c'est un peu pareil dans une société. C'est intéressant de penser à cette notion de pouvoir et de contre-pouvoir. Donc, effectivement, on a des exemples de grands philanthropes qui soient d'ailleurs chinois, américains, enfin pas que des Américains, hein, qui ont des fortunes colossales et qui peuvent, avec une décision de don, avoir un impact très fort sur une cause ou une politique publique. Je dirais que c'est plutôt exceptionnel par rapport à l'ensemble des comportements de générosité, mais ça appelle à des réflexions sur les contre-pouvoirs. Mais je pense aussi que parfois on se trompe de débat, c'est-à-dire que on accuse la grande philanthropie, alors qu'en fait, la vraie question, c'est plutôt la question de la grande richesse ou les inégalités de richesse en tant que telles. Après que ces personnes-là l'utilisent pour faire des dons, c'est une conséquence en fait du problème premier qui est cette question qu'il y a des personnes qui ont des patrimoines qui se comptent en milliards de... Voilà. Et donc, c'est ça, plus la question, à mon sens, que faut-il ou pas se désoler que Bill Gates... donne autant d'argent que l'OMS, même si, une fois de plus, ça pose la question de la régulation et des contre-pouvoirs. Et en fait, comme disait Laurent, je pense que c'est intéressant de penser plus globalement à l'équilibre des pouvoirs entre public, privé, lucratif, non lucratif. Et je pense qu'une société qui est en bonne santé, c'est une société qui sait dire stop à certains excès, et que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Donc voilà, moi je crois beaucoup à l'équilibre et à la présence de contre-pouvoirs, y compris... la presse ou des ONG qui peuvent dénoncer certaines choses, faire des enquêtes. Mais voilà, je crois plus à ça qu'au fait qu'il faut interdire la grande philanthropie, quoi. Bonjour, bonsoir. Donc, je m'appelle Charles Vanek, je suis le président autoproclamé du fan club de Laurent Méliès, au sein d'Imagine. Et je voudrais partager avec vous deux choses. Il y a 25 ans, il y a une personne dont la disparition a pas été très médiatique parce qu'elle est partie au même moment que Lady Diana. C'était Mère Teresa. Et il se trouve que j'ai eu la chance de la rencontrer et j'ai l'impression que ce soir, son esprit plane un petit peu dans notre réunion. Parce que Mère Teresa, elle considérait qu'une journée réussie, c'était une journée où le soir, quand on s'endort, on se pose la question de savoir si on a donné tout simplement de la joie à toutes les personnes qu'on a rencontrées dans la journée. Voilà. Donc, je pense que c'est un exercice qu'on pourrait partager. Et je vous propose, je suis sûr que tous, vous avez eu ça aujourd'hui. Et en tout cas, à partir de demain, vous pouvez déjà donner de la joie, parce que donner de la joie, c'est ce qu'a fait Henri de Castres
C'est ce qui fait. Et moi, je suis un petit peu comme Sébastien. Quand ils vous rencontrent, Henri Decazes, il vous donne de la joie. Et ce soir, je voudrais qu'on salue la joie qu'il nous a donnée et la joie de nous permettre de nous réunir ce soir. Moi, j'ai une question pour Stanislas. Est-ce que finalement, donner, ça permet pas tout simplement, comme dit Mathieu Ricard dans un livre, ça permet pas de rester plus longtemps en bonne santé ? Merci. J'ai vraiment l'impression, en voyant des grands donateurs que vous êtes, et j'en vois tellement dans la salle qui nous accompagnent, j'ai cette impression. Je ne peux pas faire d'études scientifiquement valides, mais j'ai cette impression. Et je l'ai à travers plusieurs prismes. Le premier, c'est peut-être la non-proportionnalité. Madame, pour les 100 millions d'euros, quand même, si c'est possible, ce serait bien. Mais bon. Pardonnez-moi cette parenthèse, parce que justement, je crois que ce n'est pas tellement proportionnel à l'immense échelle que vous évoquez, c'est très proportionnel au projet qu'il y a derrière. Et ça m'a beaucoup touché de voir que, quelles que soient les catégories que je n'imagine pas très bien dans nos donateurs, ce qui les attire, ce n'est pas forcément l'idée de sauver quelque chose qui serait en difficulté, en péril, pour lequel, en France, en particulier, ils ont tendance à dire ça, c'est plutôt l'État qui doit s'en charger, parce que c'est très très important, c'est tellement important qu'il ne faut pas que ça s'arrête. Non, ils sont plutôt, et on a tendance avec Laurent et toute son équipe, à les embarquer à bord d'un projet où ils vont donner bien autre chose que de l'argent. Ça a été évoqué plusieurs fois. Sébastien l'a dit avec la marque, la plateforme de marque. Alors ça, c'était très intéressant parce que lui, Marie-Christine Coine-Roquette, Henri Decazes et quelques autres dans ce comité de campagne nous ont dit pendant des mois, il faut que vous travailliez à la plateforme de marque. Alors on leur a fait des diaporamas les uns après les autres de plus en plus lumineux. Et c'était pas Et en fait, on a compris qu'ils voulaient le langage d'Imagine pour eux, pour pouvoir à leur tour l'administrer. Et c'était une première grande leçon qu'ils nous ont donnée, de dire nous voulons nous emparer de vous pour le bien. C'est la première chose. Ils nous donnent bien d'autres choses qu'un soutien financier. C'est ça qui me fait dire que je crois qu'il y a du bien derrière, il y a du bon pour eux, si je peux me permettre. C'est pas un circuit de récompense que je suis en train de vous décrire, c'est le sentiment que nous avons tous à Imagine, ingénieurs, médecins, scientifiques, tous, qu'ils nous tirent vers le haut. Et immanquablement, on a le sentiment que c'est parce que ça leur est bon. Et si c'est bon, oui, alors je crois que pour la santé, ça ne doit pas être si mal que ça. Pardon du détour. Comment ? Pardon. Bernard Cordier, psychiatre. Alors, ce que tu viens de dire est prouvé. C'est-à-dire qu'il y a eu une étude... Alors, I'm sorry, I can't speak English to ask my question, but I hope you understand. Il y a des études en IRM fonctionnel cérébral américaines, il y a plus de 10 ans, qui ont montré que quand quelqu'un fait un don, un acte généreux, il se passe, au moment où il le fait, parce qu'ils ont fait une vraie étude sur une trentaine de personnes qui étaient en train de donner... Bon, la modification de la neuromédiation que ça crée est similaire à celle que peut induire un tranquillisant. C'est une benzodiazépine. Donc là, on n'est pas dans le génétique, on est dans le fonctionnement des neuromédiateurs. Et c'était... pour moi, vraiment important, au point que je prescris le don. Et j'en arrive à dire aux gens, mais aidez les autres, vous allez peut-être sortir de votre gouffre. Et voilà, c'est pour ça que c'est, à mon avis, prouvé, mais je ne sais pas si l'IRM cérébral, ça a montré, ça nous permet cette approche de sortir de toutes nos querelles qui peuvent être culturelles, psychanalytiques, etc. On est devant un fait
incontestable. Ça a créé quelque chose. C'est pour ça que je t'avais dit, soyez bon, vous irez mieux. Voilà. Giuseppe, une réaction non, sur est-ce que ça répond à vos questions de recherche? Yeah, no. So thanks for the comment, and it's great that you brought this up. There are actually studies not only that show that you have this endorphins, but also that when you're giving, there is also rewards in the same systems that when you receive money yourself. So there are clear indications that it really feels good to give, which is then posing the philosophical debate of whether pure altruism exists or not, because even when you're doing it for altruistic reasons, you still feel good. So it's why are you doing it? It's really hard to disentangle. And maybe to add to what was just said, it's interesting also to see on the opposite side. So you're saying you prescribe to give or to help others to feel better. We also know from studies that when you're socially excluded, there are the same regions that are activated in the brain from when you're feeling physical pain. So if now we just turn around and we forget about Arthur, he would feel the same pain or the pain in a similar way when you're excluded from the social group. So maybe there are similar mechanisms that when you help others makes you feel good, and when you can't interact with others you feel bad. So it's a great point. Thanks for raising it. Merci pour cette question. Il y avait une question d'Élodie, non? Oui, oui. Bonsoir. First of all, I want to thank you, all of you, because I'm just Elodie, a curious person who learned a lot tonight, so thank you very much first. And if you agree, I may have 2 questions. Is it okay? Okay. So first, I was wondering if for the same category of givingness, if you value more the thing you are going to give. For instance, I know time, for instance, if you just give one afternoon, or if it's giving a recurrence time of availability. Is there a difference in the brain mechanisms or in the way you will do the giving? And my second question, which is much more prosaic, sorry. You mentioned that the studies were starting in the 50s. You mentioned that since the 50s we observed something. Is it because we just started to learn about the giving in the 50s, or is it because the act to give has different meanings through times? Sorry, it was quite long. First question for Maybe I'll Giuseppe. take the first question. It's a great question, and I don't think we have studies that look at this. It's really hard to look at repeated behavior, because it's hard to ask people to come back and do the same experiment over and over again, and then behavior would change. Your question made me think. It's thinking at these 2 systems of decision making that refers back a bit to the limbic or the sort of neocortex. So very broadly or very generally speaking, right? We have the Daniel Kahneman who vulgarized the thinking fast and slow, referring to the fact that we have some behaviors that seem to be easier and automatic, and other behaviors that require effort. So I think that the giving time regularly, and what we also mentioned before of making giving a habit, then will make it easier for you to be sort of the default option to give. And we have then studies that look at behaviors that are repetitive or habitual. While if you have to do it sort of taking a decision or a rational quote-unquote decision every time, probably is more effortful. So then we maybe have different mechanisms. Which of the 2 would be more rewarding? It's hard to say, because on the long run, probably the habitual one is just bringing a little bit of reward all the time, while the other one feels more like a real decision that you're making more consciously. So maybe there is sort of a larger spike of reward for this one time, but then comparing the 2 is probably quite complicated. So sorry, I don't have a concrete answer. And I think you're better placed for the second question. Je réponds en français.
Merci pour les 2 questions, très intelligentes comme questions. Peut-être juste rebondir sur la première. En fait, moi, ce que j'ai vu dans la littérature, c'est complémentaire à ce que vient de dire Giuseppe, c'est qu'en fait, il n'y a pas eu Enfin, c'est compliqué, si vous voulez. On englobe généralement le comportement de don dans une catégorie plus grande qui s'appelle pro-social behavior. En fait, le comportement qui va bénéficier à l'autre. Et dedans, on inclut des études sur le fait d'aider quelqu'un en difficulté, le fait de partager effectivement de l'argent, partager une somme d'argent entre plusieurs personnes, le fait d'être volontaire pour faire une tâche compliquée. Donc tout ça est mélangé dans un ensemble conceptuel plus large qui s'appelle pro-social behavior. Et parfois, c'est difficile de se dire, est-ce que les motivations pour le bénévolat ou pour l'engagement à sauver quelqu'un qui se noie, c'est les mêmes ressorts motivationnels que le fait de donner à l'Institut Imagine. C'est compliqué, honnêtement, et ça revient en fait à votre deuxième question. Donc j'ai dit les années 50, c'est un petit peu rapide. En fait, moi, ce que j'ai compris, c'est qu'en gros, la psychologie et la psychologie sociale s'est beaucoup intéressée au lendemain de la Seconde Guerre mondiale à tout ce qui était les comportements antisociaux, antisocial behavior, le fait les êtres ordinaires peuvent être capables de violence, enfin, l'expérience de Milgram, tout ça. Et c'est plutôt dans une deuxième vague, il me semble, plutôt justement dans les années 60-70, qu'on a commencé à se dire « What about pro-social behavior ?» Est-ce qu'on ne peut pas s'intéresser aussi à ce qui va motiver les gens à venir en aide aux autres de manière peut-être plus prononcée que ce à quoi on pourrait s'attendre dans un monde qu'on pouvait considérer comme désenchanté à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et en fait, c'est plutôt ça qui a motivé ces travaux-là dans les années notamment 60-70, où il y a eu ces expériences et ces débats en fait très forts entre psychologues, notamment dans les années 80 entre Cialdini et puis Batson, pour savoir si les comportements prosociaux étaient altruistes ou égoïstes. Et donc c'est né de cette histoire. Après s'être intéressé aux comportements antisociaux violents, on s'est intéressé au contraire. Et c'est aussi, je pense, un bon sujet de recherche qui aussi rend plus heureux que de s'intéresser uniquement aux comportements guerriers, machiavéliques, etc., qui sont importants à comprendre. Mais voilà, je pense que c'est cette deuxième vague de recherche en psychologie sociale qui nourrit toutes nos discussions aujourd'hui. Merci. Merci. Alors, on va prendre une dernière question, s'il y en a une, mais c'est vraiment la toute dernière, parce qu'on devra malheureusement arrêter. Et peut-être une question pour notre donateur. Est-ce que tu penses qu'effectivement on devrait donner des prescriptions de dons aux gens qui ne trouvent pas le bonheur? Non, mais je me reconnais tout à fait, et ça fait du bien de donner, c'est une évidence. Je pense qu'on a fait l'expérience. Il y a une locution, enfin c'est dans la Bible qu'on trouve ça, hein, qu'as-tu fait de tes talents et qu'as-tu fait de ton prochain? Donc c'est bien de s'occuper de soi, mais c'est très très important de s'occuper des autres, et plus on s'occupe des autres, et mieux on se sent. Bon, c'est un adage, ça va au-delà des dons dont on parle, effectivement, c'est se préoccuper de l'autre. Je pense qu'effectivement, c'est une chose formidable. Bon, il faut avoir un certain nombre de choses pour soi au début, parce que je pense qu'il faut être déjà en bonne santé, il faut avoir réglé 2-3 choses aussi pour pouvoir s'occuper des autres. Mais en partant du principe qu'on a cette base, effectivement, on gagne beaucoup à s'occuper pas de soi. Voilà, bien sûr. C'est une évidence. Mais je suis personne pour dire ça. On le sait tous, je crois. Non, on l'a réaffirmé ce soir. Alors juste une dernière question d'Alessandra Pirani, qui est directrice de recherche à l'Institut sur le cerveau. Est-ce qu'il y a un conseil que vous pouvez nous donner pour éviter le sentiment de manipulation dans comment le fundraising recherche des fonds vis-à-vis des donateurs? Parce qu'on a parlé du fait que ça peut induire un sentiment de manipulation, éventuellement en fonction de comment la recherche d'argent est faite vis-à-vis des donateurs. Moi, je pense à mes enfants quand je vous posais cette question sur la manipulation, parce que la génération des 15, 20 ans, 25 ans aujourd'hui ont été non seulement bombardés de publicité comme nous, mais on y a ajouté toute la désinformation des réseaux sociaux. Et je pense qu'ils ont un radar à manipulation qui est très 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 développé. Aujourd'hui, je les vois très sensibles au greenwashing, etc. Et donc,
mon sentiment, c'est que une communication qui sera la plus sincère possible et la moins manipulatrice possible sera la plus efficace. Et puis rendre des comptes. Rendre des comptes parce que je crois qu'on est tous très sollicités pour plein de choses et des gens qui font preuve à la fois de transparence sur leur cause et l'efficacité des dons, c'est pas nouveau. Mais je crois qu'on a encore des progrès à faire dans ce domaine. Je ne parle pas d'Imagine, mais tous, pour comprendre effectivement ce à quoi sert mon don, quelle que soit l'échelle. Et je pense que plus on se rapproche de ça, et plus on peut avoir de l'engagement. Et moi, je vois des jeunes dont on dit qu'ils sont désillusionnés, pas intéressés, mous, etc. En fait, je pense qu'ils sont prêts à s'engager quand la cause est sincère et qu'on leur permet de mesurer leur impact. Et la participation aussi, vous avez parlé de participation. Pour moi, c'est très important parce que je crois qu'effectivement, impliquer les gens. Moi, quand j'étais gamin, quand j'étais scout, on me faisait sortir pour aller chercher de l'argent pour la Croix-Rouge. C'était une des activités qu'on préférait. En fait, on était super fiers. Et je pense que si j'étais arrivé, que j'avais rempli moi-même, ou j'avais tout simplement demandé à mes parents de mettre un billet dans cette petite caisse, ça aurait été 100 fois moins, je dirais, gratifiant que d'avoir bossé toute la journée pour ramasser des petites pièces, etc. Donc effectivement, se mettre dans l'action. L'action, pour moi, effectivement, c'est le prolongement de tout ce dont on parle. Il y a un monsieur qui est psychiatre, je pense qu'on souffre tous à un certain niveau d'une forme d'anxiété. On est dans un monde très, très anxiogène. S'aligner avec une cause qui nous est chère, qui profite aux autres, et en se mettant dans l'action, pour moi, ça, c'est un cocktail médicamenteux, une recette du bonheur parfaite. C'est celle que j'essaye d'appliquer, bon, à mon échelle. Merci. Peut-être juste un rapide complément. Je pense qu'on peut se sentir manipulé aussi quand on a l'impression que le message ne nous concerne pas ou est extrêmement générique. Et en fait, on se sent peut-être plus réceptif quand c'est personnalisé, quand on est sollicité finalement et que ça résonne avec qui on est. Donc je pense que c'est tout le travail aussi que font Laurent et ses équipes, notamment avec ce qu'on appelle les grands donateurs, c'est d'essayer de personnaliser le plus possible la relation, le message qui est fait, qu'on n'ait pas l'impression d'être juste un numéro dans une série. Donc ça, je pense que ça évite aussi le sentiment de manipulation quand on a une relation personnalisée qui est créée. C'est plus facile de le faire avec un pool de 50 grands donateurs qu'avec Médecins sans frontières qui doit gérer des millions de petits donateurs. Mais je pense que ça, c'est une clé en fait intéressante. Et puis je dirais deuxième chose aussi, on revient à ce qu'on a vu aussi avec Giuseppe sur les récompenses du don. Et quand on met de l'argent dans le don, notamment les incitations fiscales, on voit que ça peut aussi avoir un effet pervers. C'est-à-dire que beaucoup de personnes en fait, sont mal à l'aise avec l'idée qu'ils peuvent rechercher une récompense quand ils donnent. Et donc les incitations fiscales au don, on l'a vu avec la réforme ISF-IFI, a eu un effet mécanique parce qu'il y a plein de gens qui sont sortis de l'assiette de calcul de l'impôt. Mais je pense qu'il y a aussi des gens qui se sont pas non plus reconnus et qui n'ont pas été des donateurs fidèles parce qu'on leur a simplement dit réduisez votre impôt, réduisez votre impôt, réduisez votre impôt. On leur a peut-être moins parlé de la cause. Et je pense que c'est important aussi on peut se sentir manipulé quand on nous donne des arguments uniquement liés sur des récompenses matérielles quand on donne. Et on peut se dire mais ne me parlez pas de ça, moi je veux pas, ça m'intéresse pas. Et donc voilà, je pense que c'est aussi un levier intéressant sur lequel on peut réfléchir, ne pas donner trop de récompenses matérielles ou symboliques là où elles ne sont pas recherchées tout simplement. Merci beaucoup Arthur, merci Giuseppe, merci Sébastien. Je vais peut-être laisser juste non, pas de mot de conclusion, ou en tout cas pour vous remercier de votre présence et de votre déplacement de Genève pour venir à Imagine ce soir. Merci infiniment pour vos réflexions sur le don et vous nous avez aidé à comprendre pourquoi est-ce que le don rendait heureux et ça rend encore plus heureux quand on le donne, quand on fait le don à Imagine, je peux vous l'assurer. Donc n'hésitez pas. On écrit, nos donateurs, on les considère comme des partenaires avec lesquels on écrit une histoire au bénéfice des enfants malades, des enfants atteints de maladies génétiques et de leur famille. Donc c'est important que les gens le sachent et qu'ils le fassent savoir autour d'eux. On vous invite maintenant à une réception pour ceux qui ont un peu de temps, partager un verre avec vous
au 7e étage de l'Institut. Donc si vous avez encore quelques minutes, n'hésitez pas à venir nous rejoindre au 7e étage. Merci à vous. Je remercie également l'équipe développement, communication, Nathalie, toute l'équipe, Atina, Marie, je vois Blanca, Fatima, enfin, je vais certainement en oublier, Justine, Mélissa. Merci infiniment pour votre aide et rendez-vous au 7e étage pour ceux qui ont un peu de temps à nous consacrer encore ce soir.